Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à la bibliothèque de minuit. Cette nuit, je me propose de vous faire lecture d'une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft, La Tombe. Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam. Virgile. En relatant les circonstances qui m'ont conduit à être enfermé dans cet asile d'aliénés, je suis tout à fait conscient que ma situation actuelle suscitera naturellement un doute, ma foi bien légitime, quant à l'authenticité de mon récit. C'est une triste réalité. La grande majorité de l'humanité possède une vision mentale trop étroite pour considérer avec patience et intelligence ces phénomènes isolés qui, en ceci qu'ils dépassent l'expérience commune, ne sont perçus et ressentis que par une poignée d'individus psychologiquement sensibles. Les hommes à l'intellect élevé savent qu'il n'existe pas de distinction tranchée entre le réel et l'irréel, que toutes choses n'apparaissent telles qu'elles sont qu'en vertu des délicates perceptions physiques et mentales à travers lesquelles nous en prenons conscience. Mais le matérialisme grossier des masses condamne comme folie ces éclairs de clairvoyance qui percent le voile de l'empirisme banal. Je me nomme Gervase Dudley. Et depuis ma plus tendre enfance, je suis un rêveur et un visionnaire. Suffisamment riche pour ne pas être obligé de travailler et, de par mon tempérament, inapte aux études formelles comme aux distractions sociales de mes connaissances, j'ai toujours vécu dans des royaumes séparés du monde visible, passant ma jeunesse et mon adolescence plongé dans de vieux livres peu connus et errant dans les champs et les bosquets proches de la demeure de mes ancêtres. Je ne pense pas que ce que je lisais dans ces livres, ou ce que je voyais dans ces champs et ces bosquets, fût exactement ce que les autres garçons y lisaient et y voyaient. Cependant, je préfère en dire peu à ce sujet, car un discours détaillé ne ferait que confirmer les cruelles calomnies sur mon intellect que j'entends parfois chuchoter par les gardiens de l'asile qui m'entourent. Je me bornerai donc à relater les événements sans analyser leurs causes. J'ai dit que je me réfugiais à l'écart du monde visible, mais pas que je m'y réfugiais seul. Nul être humain ne le peut, car, privé de la compagnie des vivants, il se tourne inévitablement vers la fréquentation de choses qui ne sont pas, ou ne sont plus, vivantes. Près de chez moi s'étend une singulière combe boisée, dont les profondeurs crépusculaires occupaient la majeure partie de mon temps. J'y lisais, j'y pensais, et j'y rêvais. C'est sur ces pentes, couvertes de mousse, que j'ai fait mes premiers pas, et autour de ces chênes grotesquement noueux que se sont tissées les premières rêveries de mon enfance. J'en suis venu à bien connaître les dryades qui commandaient à ces arbres, et j'ai souvent observé leur danse sauvage sous les rayons vacillants d'une lune déclinante. Mais de ces choses, je ne dois plus parler à présent. Je ne parlerai que du tombeau solitaire au cœur des fourrés les plus sombres de la colline, la tombe abandonnée des Hyde, une vieille et illustre famille dont le dernier descendant direct avait été enterré là, dans ces noires profondeurs bien des décennies avant ma naissance. Le caveau dont je parle est taillé dans du granit ancien, usé et terni par les brumes et l'humidité depuis des temps immémoriaux. Creusé dans le flanc de la colline, il n'est visible que lorsqu'on se trouve devant. La porte, une lourde et sinistre dalle de pierre, pivote sur des gonds de fer rouillés et reste entr'ouverte d'une manière étrangement menaçante, retenue par de lourdes chaînes et des cadenas selon la mode macabre d'il y a un demi-siècle. La demeure de la race dont les descendants reposaient ici avait autrefois dominé la pente qui abrite la tombe, mais elle avait depuis longtemps succombé aux flammes provoquées par un coup de foudre désastreux qui l'avait frappé jadis. De l'orage nocturne qui détruisit cette sinistre demeure, les anciens habitants de la région parlent parfois à voix basse, évoquant ce qu'ils nomment la colère divine, d'une manière qui, au fil des années, accrut vaguement la fascination toujours vive que j'éprouvais pour le sépulcre noyé dans les ombres de la forêt. Un seul homme avait péri dans l'incendie. Lorsque le dernier des Hyde fut inhumé en ce lieu d'ombre et de silence, l'urne renfermant ses tristes cendres était arrivée d'une terre lointaine, où la famille s'était réfugiée après que le manoir eût été dévoré par le feu. Personne ne reste aujourd'hui pour déposer des fleurs devant le portail de granit, et rares sont ceux qui osent braver les ombres oppressantes qui semblent s'attarder étrangement autour des pierres usées par les eaux.
Je n'oublierai jamais l'après-midi où je tombai pour la première fois sur ce tombeau à demi caché. C'était en plein été, lorsque l'alchimie de la nature transforme le paysage sylvestre en une masse vive et presque homogène de verdure. Lorsque les sens sont presque enivrés par les vagues tumultueuses de végétation humide et les odeurs subtilement indéfinissables de la terre et des plantes. Dans un tel décor, l'esprit perd le sens de la perspective. Le temps et l'espace deviennent futiles, irréels, et des échos d'un passé préhistorique, oublié, viennent se briser avec insistance sur la conscience envoûtée. Toute la journée, j'avais erré dans les bosquets mystiques de la Combe, empli de pensées que je tairais, et conversant avec des choses dont je préfère taire le nom. Âgé de 10 ans à peine, j'avais vu et entendu bien des merveilles inconnues de la foule, et j'étais étrangement mûr à certains égards, lorsqu'en me frayant un passage entre deux touffes de ronciers, je découvris soudain l'entrée du caveau. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais trouvé. Les sombres blocs de granit, la porte si curieusement entr'ouverte, et les sculptures funèbres au-dessus de l'arche n'éveillèrent en moi ni tristesse, ni frayeur. Des tombes et des sépulcres, j'en connaissais et en imaginais beaucoup. Mais mon tempérament particulier m'avait tenu éloigné de tout contact personnel avec les cimetières et les monuments funéraires. L'étrange maison de pierre sur la pente boisée n'était pour moi qu'une source d'intérêt et de spéculation, et son intérieur froid et humide, dans lequel je scrutais vainement par l'ouverture si tentante, ne contenait pour moi aucun indice évoquant la mort ou la décomposition. Mais, en cet instant de curiosité, naquit le désir follement déraisonnable qui m'a conduit à cet enfer de réclusion. Poussé par une voix qui devait provenir de l'âme hideuse de la forêt, je résolus de braver cette attirante pénombre, malgré les lourdes chaînes qui barraient mon passage. À la lumière déclinante du jour, je secouai tour à tour les obstacles rouillés, dans l'espoir d'ouvrir la grande porte de pierre, et tenter de glisser ma frêle silhouette dans l'espace déjà offert, mais ni l'un ni l'autre de ces plans ne réussit. D'abord curieux, cet échec éveilla en moi une source de colère, et lorsqu'au crépuscule je m'en retournai chez moi, j'avais juré au sang Dieu du bosquet que coûte, je forcerais un jour l'entrée des profondeurs noires et glaciales qui semblaient m'appeler. Le médecin à la barbe poivre et sel qui vient chaque jour dans ma chambre a un jour confié à un visiteur que cette décision marquait le début d'une pitoyable obsession, mais je laisserai le jugement final à mes lecteurs une fois qu'ils auront pris pleinement conscience de cette affaire. Les mois qui suivirent ma découverte furent consacrés à de vaines tentatives pour forcer le cadenas compliqué de la voûte entr'ouverte, et à des enquêtes prudentes sur la nature et l'histoire de l'édifice. Étant ouvert d'esprit, ainsi que le sont les enfants, j'appris beaucoup de choses. Cependant, mon goût pour le secret me retint d'en parler à quiconque ou de révéler mes intentions à qui que ce soit. Il vaut peut-être la peine de mentionner que je ne fus nullement surpris ni terrifié en apprenant la nature de cet édifice. Mes idées plutôt originales sur la vie et la mort m'avaient conduit à associer, bien que de manière vague, l'argile froide au corps respirant, et je sentais que la grande et sinistre famille de la demeure incendiée était d'une certaine façon représentée dans l'espace de pierre que je cherchais à explorer. Les récits murmurés à propos des rites étranges et autres réjouissances impies qui s'étaient autrefois tenues dans l'antique manoir me donnèrent un nouvel et puissant intérêt pour la tombe, devant la porte de laquelle je restais assis des heures durant, jour après jour. Une fois, j'introduisis une bougie dans l'entrebâillement, mais je ne vis rien d'autre qu'un escalier de pierre humide descendant vers les profondeurs. La puanteur du lieu me repoussait tout autant qu'elle m'attirait. J'avais l'impression de l'avoir déjà connu, dans un passé lointain, au-delà de tout souvenir, plus lointain encore que l'époque où j'entrai dans ce corps que j'occupe aujourd'hui. L'année qui suivit ma découverte de la tombe, je tombai fortuitement sur une traduction rongée par les vers des vies de Plutarque, dans le grenier rempli de livres de la demeure familiale. En lisant la vie de Thésée, je fus fortement impressionné par le passage relatant la grande pierre sous laquelle le jeune héros devait trouver les signes de son destin lorsqu'il serait assez âgé pour soulever son poids énorme. Cette légende
eut pour effet de dissiper quelque peu mon impatience à pénétrer à l'intérieur du caveau, car elle me faisait sentir que le moment n'était pas encore venu. Plus tard, me disais-je, je grandirais en force et en ingéniosité, ce qui me permettrait aisément de défaire les lourdes chaînes maintenant la porte close. Mais d'ici là, je ferais mieux de me conformer à ce qui me semblait être la volonté du destin. En conséquence, mes veilles devant le portail humide se firent moins assidues, et je consacrai beaucoup de mon temps à d'autres occupations tout aussi étranges. Parfois, je me levais très silencieusement la nuit, sortant discrètement pour errer dans ces cimetières et ces nécropoles dont mes parents m'avaient tenu éloigné. Ce que j'y fis, je ne puis le dire, car je ne suis plus sûr aujourd'hui de la réalité de certaines choses, mais je sais qu'au lendemain de telles promenades nocturnes, j'étonnais souvent mon entourage par des connaissances sur des sujets presque oubliés depuis de nombreuses générations. Ce fut après une nuit de ce genre que je scandalisai la communauté avec une étrange réflexion concernant l'enterrement du riche et célèbre propriétaire terrien Brewster, figure bien connue de l'histoire locale, qui fut inhumé en 1711 et dont la pierre tombale d'ardoise, ornée d'un crâne et de tibias gravés, s'effritait lentement en poussière. Dans un moment d'imagination puérile, je jurai non seulement que l'entrepreneur des pompes funèbres, Goodman Simpson, avait dérobé les souliers à boucles d'argent, les bas de soie et les culottes de satin du défunt avant sa mise en bière, mais aussi que le bougre lui-même, pas tout à fait inanimé, s'était retourné par 2 fois dans son cercueil recouvert de terre le lendemain de son enterrement. Mais l'idée d'entrer dans la tombe ne me quitta jamais. Elle fut même stimulée par une découverte généalogique inattendue, à savoir que ma propre ascendance maternelle possédait au moins un léger lien avec la famille supposée éteinte des Hyde. Dernier de ma lignée paternelle, j'étais donc, de fait, le dernier descendant de cette lignée plus ancienne et plus mystérieuse. Je commençais à me dire que cette tombe était à moi, et à attendre avec une ardeur brûlante le moment où je pourrais franchir la porte de pierre et descendre dans les ténèbres par l'escalier de pierre visqueuse. Je pris alors l'habitude d'écouter très attentivement devant le portail entr'ouvert, choisissant mes heures favorites de silence nocturne, mon moment préféré, pour cette veille singulière. Lorsqu'enfin j'atteignis la majorité, j'avais dégagé une petite clairière dans le fourré, juste devant la façade tachée de moisissures de la colline, laissant la végétation environnante encercler et surplomber l'espace comme les murs et le toit d'une tonnelle végétale. Cette tonnelle était mon temple, la porte verrouillée, mon autel, et c'est là que je m'étendais sur le sol moussu, plongé dans mes pensées étranges et dans mes rêves insolites. La nuit de la première révélation était étouffante. J'avais dû tomber d'épuisement car j'eus la nette impression de me réveiller lorsque j'entendis les voix. Sur leurs timbres et leurs accents, j'hésite à faire quelques révélations, et je me refuse catégoriquement à en évoquer leur nature, mais je puis dire qu'ils présentaient certaines particularités troublantes concernant le vocabulaire, la prononciation et le mode d'expression. Toutes les nuances du dialecte de la Nouvelle-Angleterre, depuis les syllabes grossières des colons puritains jusqu'à la rhétorique précise d'il y a 50 ans, me semblaient représentées dans cette obscure conversation, bien que ce ne fût que plus tard que j'en pris pleinement conscience. Sur le moment, en effet, mon attention fut attirée par un autre phénomène, un phénomène si fugace que je ne pourrais jurer de sa réalité. Il me sembla, au moment de mon réveil, qu'une lumière avait été précipitamment éteinte à l'intérieur du sépulcre en contrebas. Je ne pense pas avoir été ni stupéfait, ni pris de panique, mais je sais que je fus profondément et durablement changé cette nuit-là. De retour chez moi, je me dirigeai tout droit vers un coffre qui pourrissait dans le grenier et dans lequel je trouvai la clé qui, le lendemain, ouvrit sans effort la porte que j'avais si longtemps assaillie en vain. C'est dans la douce lueur de la fin d'après-midi que j'entrai pour la première fois dans le caveau sur la pente abandonnée. L'on aurait dit que quelque sortilège s'était emparé de moi, et mon cœur bondit sous l'effet d'une exultation que je ne saurais décrire. En refermant la porte derrière moi et en descendant les marches dégoulinantes à la lumière de ma bougie, j'eus l'impression de connaître le chemin. Et, bien que la bougie crépitât dans l'air suffocant du lieu, je me sentis étrangement à l'aise dans cette atmosphère de caveau moisi et de charnier.
Regardant autour de moi, je vis de nombreuses dalles de marbre sur lesquelles reposaient des cercueils, ou des restes de cercueils. Certains étaient scellés et intacts, mais d'autres avaient presque disparu, laissant les poignées et les plaques d'argent isolées au milieu de curieux tas de poussière blanchâtre. Sur une plaque, je lus le nom de Sir Geoffrey Hyde, venu du Sussex en 1640, et mort ici quelques années plus tard. Dans une alcôve bien visible se trouvait un cercueil assez bien conservé et inoccupé, seulement orné d'un seul nom qui m'arracha à la fois un sourire et un frisson. Une impulsion bizarre me fit grimper sur la large dalle. J'éteignis ma bougie et je m'allongeai à l'intérieur du cercueil vide. Dans la lumière grise de l'aube, je sortis en titubant du caveau et verrouillai la chaîne de la porte derrière moi. Je n'étais plus un jeune homme, bien que 21 hivers seulement eussent glacé mon corps. Les villageois matinaux qui observèrent mon retour me regardèrent étrangement et s'étonnèrent des signes d'une grande jubilation qu'ils observèrent alors chez un homme dont la vie était connue pour être sobre et solitaire. Je ne pus paraître devant mes parents qu'après un long sommeil réparateur. Dès lors, je hantais la tombe chaque nuit, voyant, entendant et accomplissant des choses que je ne dois jamais révéler. Mon langage, toujours sensible aux influences environnantes, fut le premier à succomber au changement. On me fit des remarques sur ma diction, soudainement empreinte d'archaïsme. Plus tard, une singulière audace et une insouciance que l'on ne me connaissait pas s'emparèrent de mon caractère au point que je me mis inconsciemment, malgré une vie de solitude, à arborer l'allure d'un homme du monde. Ma langue, autrefois silencieuse, devint volubile avec l'aisance gracieuse d'un Chesterfield ou le cynisme impie d'un Rochester. J'affichais une érudition particulière, sans rapport avec le savoir insolite sur lequel je m'étais penché dans ma jeunesse monacale, et je couvrais les pages de garde de mes livres d'épigrammes improvisées avec une facilité qui évoquait Gay, Prior et les esprits les plus vifs et alertes de l'âge augustinien de la littérature britannique. Un matin, au petit déjeuner, je frôlais la catastrophe en déclamant, d'une voix manifestement avinée, un texte de fête digne du XVIIIe siècle, un morceau de légèreté géorgienne jamais consigné dans un livre, qui donnait à peu près ceci. « Venez là, mes amis, avec vos chopes de bière, et buvons au présent avant qu'il ne date d'hier. De belles pièces de viande, emplissez vos assiettes. Sans le boire et le manger, il n'y aurait pas de fête. Servez donc l'hydromel, car la vie est bien frêle. Quand vous serez mort, vous ne boirez plus, ni à votre roi, ni à votre belle. On dit qu'Anacréon avait le nez cramoisi, mais qu'importe, quand on est heureux et réjoui. Par Dieu, je préfère être rouge tant que je suis ici, plutôt que blanc comme un lys, une fois mort et parti. Alors viens, ma beauté, donne-moi un baiser. En enfer, il n'y a pas de fille de tavernier. Le jeune Harry, bien qu'essayant d'être stable, perdra bientôt sa perruque en roulant sous la table. Mais remplissez vos coupes et passez donc la bière. Mieux vaut être sous la table que sous la terre. Alors festoyez et riez, videz avidement vos verres. Sous 6 pieds de terre, il est moins facile de le faire. Que le diable m'emporte, je peux à peine marcher, encore moins me tenir debout ou simplement parler. Ici, aubergiste, qu'on m'amène une chaise à porteur. Je vais rentrer chez moi, tant que ma femme est ailleurs. Alors prête-moi la main. Je ne suis pas vaillant, mais je suis un homme heureux, tant que je suis vivant. C'est vers cette époque que naquit ma peur actuelle du feu et des orages. Indifférente auparavant à ces phénomènes, j'en éprouvais désormais une indicible horreur, et je me retirais dans les recoins les plus intimes de la maison dès que le ciel commençait à menacer de sa foudre. Un de mes repères favoris durant le jour était la cave en ruine du manoir incendié, que je me représentais telle qu'elle avait été à son apogée. Une fois, je surprenais un villageois en le conduisant avec assurance jusqu'à un sous-sol peu profond dont j'avais connaissance, bien qu'il fût resté invisible et oublié de tous pendant maintes générations. Enfin, arriva ce que je craignais depuis longtemps. Mes parents
alarmés par le comportement et l'apparence altérée de leur fils unique, commencèrent à espionner, avec bienveillance toutefois, mes faits et gestes qui leur semblaient menacer de causer un désastre. Je n'avais parlé à personne de mes visites à la tombe, ayant gardé mon dessein secret avec un zèle religieux depuis l'enfance. Mais désormais, je devais redoubler de prudence en traversant les méandres de la combe boisée afin d'échapper à tout poursuivant éventuel. Je gardais la clé du caveau suspendue à un cordon autour de mon cou, sans le dire à quiconque, et ne sortais jamais du tombeau aucun des objets que j'y découvrais. Un matin, alors que j'émergeais de l'édifice humide et verrouillais la chaîne du portail d'une main guère assurée, j'aperçus avec surprise dans un fourré tout proche le visage d'un observateur. Je compris que la fin de l'aventure était sûrement proche, car mon temple avait été découvert, et l'objectif de mes pérégrinations nocturnes révélé. L'homme ne m'aborda pas, si bien que je me hâtai de rentrer chez moi dans l'espoir de surprendre ce qu'il pourrait rapporter à mon père soucieux. Mes séjours au-delà de la porte enchaînée allaient-ils être révélés au monde? Imaginez combien ma surprise fut agréable en entendant l'espion informer mon père, dans un murmure prudent, que j'avais passé la nuit dans la clairière à l'extérieur de la tombe. Mes yeux voilés de sommeil fixés sur la fente où le portail cadenassé restait entr'ouvert. Par quel miracle l'observateur avait-il pu se tromper à ce point? J'étais désormais convaincu qu'une puissance surnaturelle me protégeait. Enhardi par cette circonstance providentielle, je cessai de dissimuler mon parcours pour me rendre au caveau, certain que personne ne pourrait y témoigner de mon entrée. Pendant une semaine, je goûtai pleinement les joies de cette convivialité charnelle que je ne dois pas décrire. Et soudain, la chose se produisit, et je fus emporté vers cette maudite demeure de chagrin et de monotonie. Je n'aurais pas dû m'aventurer dehors cette nuit-là, car l'odeur de l'orage flottait dans les nuages, et une phosphorescence infernale s'élevait du marais fétide au fond de la combe. L'appel des morts, lui aussi, était différent. Au lieu du tombeau sur la pente, c'était la cave calcinée au sommet de la colline dont le démon tutélaire me faisait signe de ses doigts invisibles. Alors que je sortais d'un bosquet sur la plaine devant la ruine, je vis dans le clair de lune brumeux une chose que j'avais toujours vaguement attendue. Le manoir, disparu depuis un siècle, dressait à nouveau sa hauteur majestueuse devant ma vision extasiée. Chaque fenêtre brillait de l'éclat de nombreuses chandelles. Le long de l'allée, où roulaient les carrosses de l'aristocratie bostonienne, tandis qu'arrivant à pied se pressait une nombreuse assemblée de gentilshommes poudrés arrivant des demeures voisines. Je me mêlai à cette foule, conscient cependant d'appartenir aux hôtes plutôt qu'aux invités. À l'intérieur du hall, la musique et les rires remplissaient l'espace, et le vin coulait à flots. Plusieurs visages me semblaient familiers, bien que je les aurais mieux reconnus s'ils avaient été desséchés ou rongés par la mort et la décomposition. J'étais le plus déchaîné de cette foule en délire. Des torrents de blasphèmes jaillissaient joyeusement de mes lèvres, et dans mes saillies choquantes, je ne respectais aucune loi de Dieu, de l'homme ou de la nature. Soudain, un coup de tonnerre résonna à un point tel qu'il couvrit même les cris porcins de l'assemblée, fendant le toit même et imposant un silence de terreur à la compagnie turbulente. Des langues de flammes rouges et des rafales de chaleur dévorante engloutirent la maison. Et les fêtards, saisis de terreur devant la descente d'une calamité telle qu'elle semblait transcender les lois de la nature, s'enfuirent en hurlant dans la nuit. Je restai seul, cloué à mon siège par une peur sournoise que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et alors, une seconde horreur s'empara de mon âme. Brûlé vif jusqu'aux cendres, mon corps dispersé aux quatre vents. Jamais je ne pourrais reposer dans la tombe des Hyde. Le cercueil vide pourtant, n'avait-il pas été préparé à mon intention? N'avais-je pas le droit de reposer pour l'éternité parmi les descendants de Sir Geoffrey Hyde? Oh que si! Je revendiquerais mon héritage de mort, même si mon âme devait errer à travers les âges en quête d'une nouvelle enveloppe charnelle pour la représenter sur cette dalle vacante dans l'alcôve du caveau. Jamais Gervas Hyde ne partagerait le triste sort de Palinure. Comme le fantôme de la maison en flammes s'estompait, je me retrouvai hurlant et luttant frénétiquement dans les bras de deux hommes, dont l'un était l'espion qui m'avait suivi jusqu'à la tombe. La pluie
tombaient à torrents, et à l'horizon sud scintillaient les éclairs qui venaient de passer au-dessus de nos têtes. Mon père, le visage creusé par le chagrin, se tenait là, tandis que je suppliais et hurlais ma volonté d'être déposé dans la tombe, exhortant souvent mes ravisseurs à me traiter aussi doucement que possible. Un cercle noirci sur le sol de la cave en ruine témoignait de l'endroit où la foudre s'était abattue. Et de cet endroit, un groupe de villageois curieux, munis de lanternes, extirpait une petite boîte de factures antiques que la foudre avait exhumée. Cessant mes contorsions vaines et désormais sans objet, je regardais les spectateurs examiner le trésor et fus autorisé à voir ce qu'ils avaient découvert. La boîte, dont les fermetures avaient été brisées par le choc qui l'avait déterrée, contenait de nombreux papiers et objets de valeur, mais je n'eus Dieu que pour une seule chose. C'était un petit portrait en porcelaine d'un jeune homme portant une perruque élégamment bouclée, et il portait les initiales J.H. Le visage était tel que, en le contemplant, j'eus l'impression de contempler mon reflet dans un miroir. Le lendemain, on m'amena dans cette chambre aux fenêtres grillagées, mais j'ai été tenu informé de certaines choses par un vieux serviteur simple d'esprit, pour qui j'avais une affection toute particulière depuis ma plus tendre enfance, et qui partage mon goût pour les cimetières. Le peu de choses que j'ai osé raconter de mes expériences à l'intérieur du caveau n'a suscité que des sourires apitoyés. Mon père, qui me rend visite fréquemment, déclare qu'à aucun moment je n'en ai franchi le portail, et jure, après avoir examiné le cadenas rouillé, qu'il n'avait pas été touché depuis au moins 50 ans. Il affirme même que tout le village était au courant de mes excursions vers la tombe, et que l'on m'observait souvent tandis que je dormais dans la clairière, face à la sinistre porte, les yeux mi-clos fixés sur la fente menant à l'intérieur. Contre ces affirmations, je n'ai aucune preuve tangible à offrir, puisque ma clé du cadenas a été perdue dans ma lutte durant cette nuit d'horreur. Les choses étranges du passé que j'ai apprises lors de ces rencontres nocturnes avec les morts, il les rejette comme étant le fruit d'une vie passée le nez plongé dans les vieux volumes de la bibliothèque familiale. Sans mon vieux serviteur, Hiram, je serais à l'heure actuelle tout à fait convaincu de ma folie. Mais Hiram, loyal jusqu'au bout, a gardé foi en moi et a accompli une chose qui m'empêche de rendre publique une partie au moins de mon histoire. Il y a une semaine, il a fait sauter le cadenas qui maintenait perpétuellement entr'ouverte la porte du tombeau, et il est descendu avec une lanterne dans les profondeurs obscures de ce dernier. Sur une stèle, dans une alcôve, il a trouvé un vieux cercueil vide, dont la plaque ternie porte seulement un prénom, Gervas. On me l'a promis, c'est dans ce cercueil et dans ce caveau que je serai enterré.